Semaine prochaine. Donc, je laisse la parole à nos animateurs. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce webinaire et merci de votre présence nombreuse en ce début d'après-midi. C'est suite à la demande de plusieurs entreprises que nous avons souhaité vous proposer ce temps d'échange sur le maintien en emploi, notamment au regard des nouveautés de la dernière loi Santé-Travail du 2 août 2021. En ce qui concerne le maintien en emploi, nous travaillons main dans la main avec plusieurs partenaires indispensables qui sont le service social de la CARSAT, l'association City qui gère Cap Emploi et l'assurance maladie avec son service social et son service médical. Nous allons commencer par un tour de table. Donc, je suis le docteur Annabelle Dondavant, médecin du travail à l'AIST 89. Je vous présente Lydie Terrier, chargée d'intervention sociale à la CARSAT, Sophie Lebrigand, conseillère maintien en emploi chez Cap Emploi, Isabelle Hanot, conseillère à la direction régionale du service médical de l'assurance maladie, et Valérie Lux, ergonome, responsable du pôle prévention à l'AIST 89, que vous ne voyez pas, mais qui assure la modération de ce webinaire. Afin de situer les partenaires du maintien en emploi dans la région, nous avons souhaité d'abord faire une rapide présentation de chaque structure. Donc, je vais commencer par l'AIST 89. Donc, l'AIST 89, c'est votre service de prévention et de santé au travail. Nous suivons plus de 50 000 salariés et comptons environ 5 729 adhérents sur le territoire de Lyon, hormis le Sénonais. C'est avec nos équipes pluridisciplinaires que nous pouvons mener nos actions de prévention primaire en entreprise et la surveillance de l'état de santé des salariés. Nous avons également des missions de conseil auprès des employeurs et des salariés et une mission de veille sanitaire. Je passe la parole à Madame Terrier. Bonjour à tous, Lydie Terrier, chargée de collectif au service social de la CARSAT de Lyon. Donc, le service social de la CARSAT, qui est aussi appelé le service social de l'assurance maladie, ce sont 3 conseillères service assurance maladie et 8 assistantes de service social qui accompagnent donc les assurés du régime général qui sont confrontés à des problèmes de santé qui impactent à la fois leur vie personnelle mais aussi professionnelle. Donc, nous avons 2 missions principales qui sont accompagner le retour à l'emploi, donc ce pourquoi nous sommes là aujourd'hui, et également sécuriser les parcours en santé. Pour mener à bien ces missions, nous avons différents modes d'intervention, comme les entretiens individuels, donc que ce soit téléphonique ou de visu sur un de nos 8 lieux de permanence, mais aussi donc des visites à domicile et nous menons également des actions collectives en fonction des besoins que nous pouvons repérer sur le territoire. Donc, à titre d'information, en 2022, nous avons accompagné donc 1039 assurés sur l'axe accompagner le retour à l'emploi. Et je passe maintenant la parole à ma collègue de Cap Emploi, Madame Lebrigand. Bonjour à tous, Sophie Lebrigand, conseillère maintien. Donc, quelques mots sur Cap Emploi. Donc, nos missions sont portées par notre association City. Cap Emploi a notamment pour mission d'accompagner les entreprises et leurs salariés reconnus travailleurs handicapés ou en voie de l'être dans la recherche de solutions pour le maintien en emploi. Quelques mots également sur nos missions à destination des demandeurs d'emploi reconnus travailleurs handicapés. Ce sont nos collègues Cap Emploi Insertion qui les accompagnent afin qu'ils puissent retrouver un emploi compatible avec leur état de santé. Donc, plus en détail, la mission maintien en emploi, car c'est l'objet de ce webinaire. Notre équipe Cap Emploi est composée de 3 conseillères, Élodie Tenadé, Virginie Copizard et moi-même. Nous intervenons sur l'ensemble du territoire de Lyon pour accompagner les employeurs et leurs salariés dans la recherche de solutions. Et à ce titre, donc, on effectue des études de poste. On peut faire intervenir des spécialistes en fonction des spécificités du handicap. Nous travaillons étroitement avec les différents acteurs présents autour de cette table afin d'avoir une vision globale des situations. Et nous pouvons mobiliser les aides financières de la GFIP et du FIP afin de cofinancer avec l'entreprise des solutions de maintien, comme l'acquisition de matériel spécifique. Nos services sont gratuits, donc en cas d'interrogation sur le sujet du handicap, on peut faire un premier point de situation avec les entreprises. Ensuite, je repasse la main à Lydie Terrier. Donc, au niveau du déroulé de ce webinaire, nous avons choisi dans un premier temps de faire un bref état des lieux
de l'absentéisme afin de vous permettre d'avoir un aperçu de ce que cela peut représenter. Puis nous aborderons donc les dispositifs qui existent pour faire face aux répercussions de l'absentéisme, introduits notamment par la loi de santé au travail du 2 août 2021. Donc comme le rendez-vous de liaison, la visite de pré-reprise ou encore l'essai encadré. Et enfin, nous terminerons par la présentation d'un cas concret, donc par Cap Emploi, avant de répondre à vos questions. Donc, au niveau de l'absentéisme, en 2022, c'est plus de 4 salariés sur 10 qui se sont vus prescrire un arrêt maladie. Donc, ainsi, 64% des entreprises ont connu au moins un arrêt long dans les 12 derniers mois, et ça concerne principalement les secteurs de l'industrie, du BTP et de la santé. Au niveau des motifs de prescription d'arrêt maladie, on retrouve la maladie ordinaire à hauteur de 28% et désormais donc les troubles psychologiques qui devancent les troubles musculo-squelettiques, donc à hauteur respective de 20 et 16%. Et pour vous donner une idée, donc en moyenne, un arrêt de travail en 2022 a duré un peu plus de 3 mois, soit 97 jours pour être précis. Donc l'absentéisme, il a des répercussions à la fois sur le salarié, que ce soit au niveau personnel, au niveau familial, social, financier, mais également sur le plan professionnel, puisque va se poser la question de la possibilité de retour à l'emploi du fait de l'impact de la pathologie. Mais l'absentéisme a également des répercussions pour l'entreprise, donc que ce soit au niveau de la désorganisation que l'absence du collaborateur engendre, ou encore des coûts financiers supplémentaires que cela génère. Donc, pour faire face à ces répercussions et prévenir le risque de désinsertion professionnelle du salarié, donc pour repréciser, la désinsertion professionnelle, c'est le risque de perte d'emploi du fait d'un problème de santé. Donc, salariés et employeurs vont devoir réfléchir le plus tôt possible aux solutions envisageables. Et pour cela, donc, la loi de santé au travail du 2 août 2021 peut les aider à travers les outils qu'elle déploie et que le docteur Darmaban va vous présenter. Merci. Donc, la loi du 2 août 2021 est entrée en vigueur le 31 mars 2022. L'axe prioritaire de cette loi, c'est le maintien en emploi et la prévention de la désinsertion professionnelle, comme on vient de le dire. Cette loi a permis la création de nouveaux outils pour accompagner les salariés tout au long de son parcours professionnel et pour prévenir le plus tôt possible la désinsertion professionnelle. Il s'agit de la visite de mi-carrière, du rendez-vous de liaison. La loi a également permis de faire évoluer les conditions de la visite de pré-reprise et de l'essai encadré. Nous allons faire un focus plus détaillé sur le rendez-vous de liaison et la visite de pré-reprise et l'essai encadré, mais rapidement, nous voulions vous présenter la visite de mi-carrière, qui est une visite demandée par l'employeur pour les salariés entre 43 et 45 ans, pour faire le point avec le médecin du travail. Cette visite a pour objectif de renforcer la prévention de la santé au travail. Elle permet de faire un état des lieux de l'adaptation du poste de travail avec l'état de santé du salarié, en tenant compte des risques auxquels le salarié est exposé. Cette visite peut déboucher sur un aménagement du poste ou du temps de travail qui sera proposé par écrit par le médecin du travail après échange avec l'employeur. Voyons maintenant le rendez-vous de liaison. Le rendez-vous de liaison, c'est une nouveauté de la loi d'août 2021. Le législateur a souhaité donner la possibilité de maintenir le contact entre l'employeur et le salarié pendant l'arrêt de travail. Ainsi, la suspension du contrat de travail ne fait plus obstacle à l'organisation d'un rendez-vous de liaison. Le rendez-vous de liaison, c'est la possibilité pour le salarié et l'employeur de se rencontrer pendant l'arrêt de travail. Il est possible dès lors que l'arrêt de travail est supérieur à 30 jours. Il est organisé à l'initiative du salarié ou de l'employeur, mais pas obligatoire. Il peut associer un membre de l'équipe du service de santé au travail. L'employeur se doit d'informer ses salariés sur la possibilité d'organiser ce rendez-vous de liaison. Attention, ce rendez-vous n'est pas un rendez-vous médical. Aucune donnée de santé ne peut être échangée pendant ce rendez-vous. On ne parle pas de la pathologie ni de la cause de l'arrêt. Ce rendez-vous permet d'informer le salarié sur la visite de pré-reprise ou sur les dispositifs de maintien dans l'emploi, comme le temps partiel thérapeutique, l'essai encadré, la convention de rééducation professionnelle ou le projet de transition professionnelle.
Il facilite les conditions de la reprise du travail et intervient dans la construction du maintien en emploi. Le salarié peut refuser ce rendez-vous sans aucun préjudice. Il n'y a pas d'obligation pour l'employeur d'organiser ce rendez-vous de liaison. Le salarié qui sollicite le rendez-vous se voit proposer une date dans les 15 jours. Le rendez-vous peut se tenir à distance ou en présentiel. Le service de santé au travail est prévenu par l'employeur 8 jours avant la tenue de ce rendez-vous de liaison. Voyons maintenant ce qui a changé dans le rendez-vous de pré-reprise. La visite de pré-reprise est désormais possible dès 30 jours d'arrêt de travail. La réduction du délai, initialement de 90 jours, est la nouveauté de la loi du 2 août et vise à raccourcir les délais pour évaluer l'état de santé du salarié et sa capacité à reprendre le travail. La visite de pré-reprise est un outil majeur du maintien dans l'emploi. En effet, elle permet d'agir pendant l'arrêt de travail et notamment d'anticiper la reprise de travail en envisageant une adaptation du poste de travail ou du temps de travail, de proposer un reclassement vers un autre poste de travail au sein de l'entreprise, d'orienter le salarié vers une démarche de reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, d'obtenir des aides financières, techniques et humaines pour le salarié et ou l'employeur pour accompagner les préconisations, notamment avec Cap Emploi et la GFIP. Et enfin, d'anticiper une inaptitude. Qui peut la demander, cette visite de pré-reprise? Le salarié, le médecin traitant, le médecin conseil comme avant, et maintenant le médecin du travail. Seule difficulté, c'est que le médecin du travail n'a pas connaissance des arrêts de travail. L'employeur ne peut pas demander la visite de pré-reprise, mais il peut informer son salarié de son existence. Elle est réalisée par le médecin du travail, les données sont confidentielles et aucun avis d'aptitude ou d'inaptitude n'est émis à l'issue de la visite de pré-reprise. Seules les préconisations du médecin du travail concernant l'aménagement du poste peuvent être transmises à l'employeur avec l'accord du salarié. Elle ne détermine pas la date de reprise. En effet, plusieurs visites de pré-reprise peuvent être faites avant la reprise. Suite à cette visite de pré-reprise, l'employeur prend connaissance des préconisations du médecin du travail, donne son accord pour une reprise sur un temps partiel thérapeutique, anticipe la reprise en recherchant des solutions de maintien dans l'emploi avec l'aide des différents partenaires, informe le collectif de travail dans le cas d'une reprise à venir du salarié, et commence à réfléchir à l'accompagnement du salarié à la reprise. Je passe la parole à Mme Terrier pour un zoom sur l'essai encadré. Alors, durant la visite de pré-reprise, on a vu, l'objectif, c'est de réfléchir aux solutions d'aménagement et pendant du coup cette visite, le médecin du travail peut conseiller aux salariés la réalisation d'un essai encadré. Donc, l'essai encadré, c'est une mesure de l'assurance maladie qui permet à un salarié en arrêt de travail d'aller tester ses capacités de reprise. Donc, pendant cet essai, le salarié est en arrêt et perçoit ses indemnités journalières. Donc, concrètement, cet essai encadré, il peut se mettre en place sur 14 jours, qui ne sont pas forcément consécutifs et qui sont également fractionnables. Donc, ça peut être des demi-journées. Les modalités, elles sont vraiment définies avec le médecin du travail en fonction du salarié, de l'employeur et surtout de l'objectif que l'on s'est fixé pour cet essai encadré. Donc, lors de cet essai encadré, le salarié, il peut soit aller tester sa capacité de reprise à son poste d'origine, donc avec ou sans aménagement, mais il peut aussi aller tester sa capacité sur un autre poste dans l'entreprise si un reclassement, par exemple, est envisagé, ou alors il peut également aller se tester sur un autre poste dans une autre entreprise cette fois-ci, si aucune solution, effectivement, de maintien dans l'entreprise est envisageable. Le salarié, il doit alors travailler sur un projet de reconversion professionnelle et l'essai encadré peut être mobilisé à ce moment-là pour aller valider ce projet de reconversion. Donc, pendant l'essai encadré, le risque accident de travail, maladie professionnelle, il est pris en charge par l'assurance maladie. Par contre, il y a un préalable à la mise en place de cet essai encadré, c'est qu'il doit faire l'objet de l'accord de la cellule de prévention de la désinsertion professionnelle de l'assurance maladie. Donc, c'est une instance de concertation partenariale qui peut être sollicitée par le salarié via l'un des partenaires. Donc, afin de visualiser comment tout cela peut s'articuler, nous avons schématisé donc un exemple de parcours de maintien en emploi.
Donc, un salarié rencontre une difficulté de santé pour laquelle il se voit prescrire un arrêt de travail. Le service médical de l'assurance maladie a connaissance de cet arrêt de travail, donc soit par la réception du certificat médical, soit directement par un signalement de l'employeur. Le service médical prend alors contact avec le salarié pour faire le point avec lui sur son arrêt de travail, mais également évaluer le risque de désinsertion professionnelle. Donc, si ce risque est évalué, est identifié, le service médical va orienter l'assuré vers le service de prévention et de santé au travail pour réaliser une visite de pré-reprise, donc comme le docteur Darmaban vous l'a précisé. Donc, en parallèle, le service médical va également signaler la situation au service social de la CARSAT et le service social va prendre contact avec l'assuré pour l'accompagner, pour faire une évaluation sociale de sa situation et travailler sur les freins à lever, notamment par rapport au retour à l'emploi. Donc, à cette occasion, le service social peut orienter le salarié vers les services donc, de Cap Emploi, donc pour les personnes qui ont une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, afin de faire une analyse du poste. Donc, pour les autres salariés, le service de prévention, donc pour les autres salariés, c'est-à-dire les personnes qui n'auraient pas cette fameuse reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, le service de prévention et de santé au travail reste l'interlocuteur privilégié. Donc, cette analyse de poste, elle va permettre de déterminer les préconisations et de mobiliser les éventuels dispositifs pour tester la capacité de reprise du salarié. Donc, comme l'essai encadré que je vous ai présenté, mais il existe aussi donc, le temps partiel thérapeutique. Donc, pour rappel, le temps partiel thérapeutique, c'est un arrêt de travail pendant lequel le salarié est autorisé à travailler en partie. Les modalités, elles sont définies avec le médecin du travail, bien sûr en accord avec le salarié et sur prescription donc, du médecin traitant ou médecin prescripteur de l'arrêt. Alors, il faut savoir que l'employeur, il peut effectivement refuser la mise en place de ce temps partiel thérapeutique si sa mise en place vient désorganiser l'entreprise. À l'issue de toutes ces différentes étapes, si des aménagements à long terme sont à prévoir pour pouvoir maintenir le salarié en emploi, l'employeur peut bénéficier donc de cofinancement pour les aménagements, donc notamment pour les personnes qui sont reconnues qualité de travailleurs handicapés par le biais de la GFIP ou du FIPHFP. Et donc, à la fin de ce parcours, le salarié, alors, soit reprend son poste avec ou sans aménagement, soit il accède à un nouveau poste dans l'entreprise dans le cadre d'un reclassement professionnel. Donc, pour vous imaginer tout cela, je laisse Madame Le Brigand vous présenter donc, une situation concrète dans laquelle elle est intervenue. Donc, un exemple concret, en effet, où on a pu mobiliser cet outil assurance maladie qui est l'essai encadré. Donc, la situation se déroule dans une entreprise de 150 salariés spécialisée dans la transformation d'élastomères. C'est un salarié qui occupe un poste de doseur mélangeur depuis 13 ans. Il est en arrêt de travail depuis 1 an suite à des problèmes de santé au niveau du dos et des membres supérieurs. Et il est reconnu travailleur handicapé. Petit élément de contexte. Pour cette situation, donc, Cap Emploi a été sollicité directement par la responsable des ressources humaines suite à la visite de pré-reprise de son salarié. En effet, lors de cette visite, le médecin du travail a émis plusieurs restrictions médicales assez importantes, telles que pas de mouvement répété des épaules, pas d'élévation des bras au-dessus de l'horizontale, pas de position penchée en avant prolongée, pas de port de charge supérieure à 20 kg, pas de contorsion dorso-lombaire. Donc, c'est une liste importante qui peut faire peur, qui ne permet pas forcément un retour au poste. Et en matière d'aménagement technique dans le secteur de l'industrie, ce n'est pas non plus évident, on peut vite être limité. Donc, en accord avec l'entreprise et le médecin du travail, on a étudié la piste d'un reclassement. On envisage un essai encadré pour que le salarié puisse découvrir 2 postes disponibles dans l'entreprise, mouleur silicone et mouleur caoutchouc. Donc, comme nous l'avons vu précédemment, cette mesure essai encadré permet au salarié de tester sur son temps d'arrêt de travail ses capacités pour reprendre son poste ou pour en envisager un autre.
Il permet à l'entreprise ainsi de préparer la reprise et d'identifier si des aménagements seront nécessaires. On gagne du temps en fait avec cet outil notamment. Donc après accord de la cellule de prévention de la désinsertion professionnelle, composée des différents services, le salarié a réalisé cet essai encadré durant 3 jours sur ces 2 postes. Un bilan est ensuite fait avec l'employeur et son salarié qui a pu confirmer le souhait d'être reclassé sur le poste de mouleur caoutchouc. L'essai a également permis d'identifier le besoin d'un aménagement au niveau du temps de travail. Le salarié ayant en effet ressenti une grande fatigabilité lors de la réalisation de l'essai, donc on a pu envisager la reprise en temps partiel, en mi-temps thérapeutique, cette fois-ci c'était vraiment 50%, pendant 1 mois. Des aménagements techniques auraient pu être identifiés et mis en lumière lors de l'essai encadré. C'est aussi à ça que cet outil sert. Et auquel cas, on aurait pu accompagner l'employeur pour tester le matériel, l'acquérir éventuellement. Voilà. Donc, depuis, le salarié travaille toujours dans cette entreprise, sur le poste de mouleur caoutchouc, et il n'y a pas eu de difficultés ressenties depuis, et il a pu reprendre en temps plein à la suite de ce mi-temps thérapeutique. Donc, ça, c'est une situation où, en effet, on a pu avoir une solution dans l'entreprise. Il existe cependant des situations où le maintien au poste ou dans la même entreprise n'est pas possible. Dans ces cas-là, il existe des accompagnements qui permettent aux salariés de travailler un nouveau projet professionnel en amont de la rupture de son contrat de travail. Ça permet encore une fois d'anticiper, de prendre du temps et d'éviter toute désinsertion. C'est l'accompagnement CEP, Conseil en évolution professionnelle, qui peut être effectué auprès de différents organismes habilités. Le service maintien de Cap Emploi 89 est d'ailleurs habilité pour les salariés reconnus travailleurs handicapés, mais il y a d'autres organismes que vous pouvez retrouver sur le numéro unique présent sur la diapo ou même sur le site internet. Donc, ce qui est bien, c'est qu'en vous, en tant qu'employeur, il faut être informé que ces outils existent pour pouvoir aussi sensibiliser vos salariés à leur existence. Donc ça, c'était les 3 points à retenir. Je repasse la main au docteur. Merci. Donc, nous proposons trois points clés à retenir. Tout d'abord, agir au plus tôt, vous l'aurez compris, pour le maintien en emploi grâce aux outils que nous venons de voir, le repérage avec la visite de mi-carrière, le rendez-vous de liaison et le rendez-vous de pré-reprise. Ensuite, agir bien sûr avec les partenaires pour orienter, accompagner, notamment grâce à l'essai encadré. Enfin, agir dans le temps, durablement, notamment pour fidéliser les collaborateurs. L'objectif étant de trouver la solution la plus adaptée pour un maintien durable en emploi et ainsi conserver les compétences dans l'entreprise. Vous pouvez également retrouver une description détaillée de tous les outils du maintien dans l'emploi sur le site M, espace information de maintien en emploi, créé par la CARSAT avec l'ensemble des partenaires. Passons maintenant à vos questions. Alors, pour le moment, nous n'avons pas de questions qui sont apparues dans le chat, mais n'hésitez pas à intervenir. Profitez de la présence de tous les partenaires aujourd'hui. Surtout que nous sommes dans les temps. Nous avions prévu une demi-heure de présentation pour ensuite laisser place à vos questions. On a des personnes qui sont en train d'écrire. Donc, on vous rappelle que le replay du webinaire sera disponible sur notre site internet la semaine prochaine, ainsi que la présentation. Alors, on a une première question. Une personne nous demande si l'essai encadré se fait sur les horaires habituels quand il s'agit du même poste. Alors, au niveau de l'essai encadré, en fait, tout est modulable, tout est envisageable. Ça dépend vraiment de l'objectif de l'essai encadré, de l'état de santé du salarié, parce qu'il ne faut pas oublier que pendant cette période, il est en arrêt de travail et c'est vraiment une période qui est destinée à aller tester ses capacités de reprise. Donc là,
Tout dépend effectivement de l'objectif, de l'état de santé du salarié et de la faisabilité au niveau de l'entreprise. Donc, même si c'est sur le même poste, ce ne sera pas forcément les mêmes horaires, ce sera effectivement à voir et à inscrire dans les objectifs de l'essai encadré. On peut peut-être préciser également que sur l'essai encadré, on est sur un retour au poste sur temps d'arrêt de travail, mais encadré avec un tuteur en fait, un tuteur, un collègue. La personne peut se tester au poste, mais elle n'a pas pour finalité d'obtenir le poste comme si elle était revenue après arrêt de travail en fait. On est quand même sur une phase de test. Je n'ai peut-être pas précisé sur mon exemple le cas concret, mais qui était bien en binôme en tout cas. C'est un essai comme voilà, c'est ça. C'est un essai et il est encadré. Voilà, c'est vraiment l'assuré, enfin le salarié pendant ce temps-là est suivi et à la fin de l'essai, il y a un bilan qui est réalisé qui permet justement de déterminer quelles seront les préconisations pour soit un retour sur ce poste avec un aménagement ou par rapport à l'objectif qu'on s'était fixé à la base sur l'essai. Alors, on a une autre question, toujours concernant l'essai encadré. On nous demande quel est le temps moyen de mise en place, sachant qu'il doit y avoir accord par la cellule de la CPAM. Alors, effectivement, au niveau des délais, c'est toujours ce qui est un petit peu difficile parce que ce qu'il faut savoir, c'est que pour effectivement avoir l'accord de la cellule de la prévention de la désinsertion professionnelle, il faut au préalable l'accord déjà du médecin prescripteur de l'arrêt, c'est-à-dire que lui, il doit dire si la personne est en capacité de réaliser cet essai. Ensuite, il faut l'accord aussi du médecin du travail qui va déterminer s'il y a bien un risque de désinsertion professionnelle et effectivement si la personne est apte à faire cet essai-là sur ce poste-là. Ensuite, ça passe effectivement à la cellule où là, la sécurité sociale, donc la CPAM, va donner son accord en termes administratifs si la personne a bien des droits ouverts aux indemnités journalières. Il va y avoir également l'accord du service social sur la cohérence du projet et l'accord du service médical. Où le médecin conseil en fait va effectivement autoriser le salarié sur son arrêt de travail à se rendre dans l'entreprise. Donc tout ça, ça prend un petit peu de temps. Donc on a des délais en gros à peu près de 3 semaines à 1 mois. Donc c'est pour ça que le maître mot de toute façon dans le maintien en emploi, comme on l'a dit, c'est toujours agir au plus tôt. Et du moment effectivement que l'assuré va faire une visite de pré-reprise et qu'il peut y avoir des solutions à aller creuser, là on peut déjà réfléchir à laisser encadrer et engager les démarches. Ce qu'on peut dire, c'est que la cellule PDP est assez souple. Oui. Elle se réunit régulièrement et qu'elle peut de toute façon se réunir en distanciel à la demande. Donc, on est quand même assez réactif pour mettre en place ces essais encadrés. En règle générale, ça nécessite moins de 3 semaines, mais on demande ce délai-là parce qu'en fait, il faut que le médecin conseil puisse éventuellement convoquer le salarié si effectivement il doit le recevoir avant de statuer sur son accord pour l'essai encadré. Donc, c'est pour ça qu'on demande ce délai-là parce qu'au niveau des délais médicaux, du coup, c'est forcément un peu plus. Alors, du coup, il y avait eu, entre-temps, d'autres questions sur l'essai encadré, mais je pense vous avez répondu déjà à plusieurs questions en même temps. On nous demande également s'il peut y avoir plusieurs essais dans différentes entreprises, 1 ou 2 postes différents. Oui, il peut y avoir plusieurs essais effectivement encadrés de réaliser. Quand on dit que l'essai encadré est renouvelable, un même essai encadré sur un même poste est renouvelable une fois effectivement, mais par contre l'assuré peut réaliser plusieurs essais encadrés. Encore une fois, c'est en fonction du sens et de l'objectif de ces essais encadrés-là. Ça n'a pas vocation à remplacer une période d'essai. Voilà, c'est vraiment pour aller tester la capacité du salarié pour les motifs pour lesquels, que je vous ai exposés auparavant. Mais en tout cas, c'est un très bon outil pour. Oui, ça permet soit d'identifier, de prendre de l'avance sur la reprise en fait, d'identifier ce qui va être nécessaire pour une reprise durable, pour une reprise qui se fait dans des bonnes conditions, d'envisager un reclassement. Ça permet de creuser des pistes. Voilà, d'envisager un aménagement de poste, à la fois sur le temps de travail ou le poste lui-même. Donc, c'est effectivement extrêmement souple et ça permet de cibler la bonne solution pour le salarié et pour l'employeur. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions sur l'essai encadré ou d'autres thématiques abordées?
Il y a encore des personnes qui écrivent. A priori, pour l'instant, on a répondu aux questions. N'hésitez pas, hein, si une des questions serait passée à la trappe. Je vois, il y avait une question sur est-ce que les essais encadrés peuvent être réalisés en demi-journée. Donc, comme je l'ai dit, c'est vraiment fractionnable, Oui, voilà. consécutif, et du coup, ça peut être effectivement 28 demi-journées. Ça peut être effectué comme ça. On va attendre encore quelques minutes. Il y a des personnes qui sont en train d'écrire. Vous verrez également sur la présentation, vous aurez une diapositive avec tous les contacts en lien avec justement les partenaires et la thématique abordée aujourd'hui que vous retrouverez sur le PowerPoint. Alors, on a une question. Si un salarié souhaite réaliser un essai encadré dans 2 entreprises différentes, faut-il réaliser de nouveau les démarches auprès de la cellule de la prévention de la désinsertion professionnelle? Alors, déjà, dans tous les cas, si c'est dans 2 entreprises différentes, même si c'est le même poste, c'est pas, il faut forcément que le médecin du travail donne son avis. C'est ça qui est important, en fait. Donc oui, il faut de toute façon l'accord de la cellule de prévention de la désinsertion professionnelle pour que le salarié, il faut bien savoir que le salarié, sur son temps d'arrêt de travail, il n'a pas le droit de réaliser une quelconque activité. Donc de toute façon, pour se rendre effectivement sur un essai encadré, il faut l'accord de la cellule de prévention de la désinsertion professionnelle pour qu'il soit couvert, pour que le risque AT-MP soit couvert. Et donc même si effectivement, en parallèle, on fait deux essais encadrés. Alors après, à moins que les 2 soient réalisés dans la même entreprise. Mais là, c'est 2 entreprises différentes, donc il faut deux accords. Il faut 2 accords, parce que ce ne sera pas sur la même période et ce ne sera pas... Alors, on a une nouvelle question, cette fois, concernant la visite de mi-carrière, à savoir, est-elle facultative ou obligatoire? Alors, la visite de mi-carrière, elle est obligatoire. Et donc, elle doit se réaliser à l'âge de 45 ans moins 2 ans, donc entre 43 et 45 ans, ou à un âge déterminé par accord de branche. Elle sert, donc, comme on l'a dit, à faire l'état des lieux de l'état de santé du salarié, est-il en adéquation avec son poste de travail, et à faire de la prévention de la désinsertion professionnelle pour envisager la future carrière du salarié. Donc oui, elle est obligatoire. Elle est demandée soit par le salarié, soit par l'employeur, et elle peut se réaliser lors d'une visite périodique, par exemple, ou lors d'une visite d'embauche. Elle peut être mixée avec des visites périodiques ou d'embauche. Alors, il y a encore des personnes qui sont en train d'écrire. N'hésitez pas à poser vos questions. Alors, nous avons une nouvelle question. Quelqu'un qui nous explique ne pas comprendre pourquoi son salarié a été vu au mois de décembre et il doit être revu par la visite médicale pour une visite de mi-carrière au mois de mars.
est-ce obligatoire quand même? Alors peut-être que ça n'a pas été correctement anticipé, mais effectivement la visite de mi-carrière est obligatoire, donc elle fait l'objet aussi d'une attestation, donc il faut revoir le salarié au mois de mars. Peut-être que le salarié avait été vu que par une infirmière. Oui, aussi peut-être que le salarié effectivement avait été vu par l'infirmière, alors que la visite de mi-carrière doit être faite avec le médecin, donc c'est aussi peut-être la raison pour laquelle il doit être vu en mars. Alors, on nous demande aussi, est-ce qu'il y a une mention particulière indiquant la visite de mi-carrière? Donc, pas sur l'attestation de suivi ou l'avis d'aptitude, qui sont des modèles définis par les textes réglementaires, mais c'est pour ça qu'on fait une attestation. Donc, c'est une feuille à part avec une attestation comme quoi le salarié est venu en visite de mi-carrière. Donc, effectivement, le format de la visite d'information et de prévention ou de l'avis d'aptitude n'est pas modifiable. Donc, ça nécessite de faire un papier à côté, en fait. Alors, on a une nouvelle question. Quelqu'un nous demande s'il faut prévoir systématiquement une visite de reprise à temps plein après un temps partiel thérapeutique. Oui. Oui, tout à fait. Parce qu'il y a parfois des annulations car la visite n'était pas validée par le médecin du travail. Normalement, le temps partiel thérapeutique, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est un arrêt de travail au cours duquel on a le droit de travailler. Donc, à la fin de l'arrêt de travail, il doit y avoir une visite de reprise. Donc, à la fin du temps partiel thérapeutique, il doit y avoir une visite de reprise. Ensuite, un adhérent nous demande si un salarié de plus de 45 ans qui arrive dans l'entreprise, est-ce qu'il peut bénéficier de la visite de mi-carrière, sachant qu'il n'en a jamais eu? S'il a 45 ans, il peut bénéficier de la visite de mi-carrière. Au-delà, ce sera une visite qu'on fera en embauche. S'il a plus de 45 ans, ce sera une visite d'embauche au cours duquel de toute façon, on évaluera l'adéquation de son état de santé avec son poste de travail. Donc, on pourra également anticiper la suite de sa carrière pendant cette visite. Mais ce ne sera pas une visite de mi-carrière en tant que telle. Alors, on a encore des personnes qui sont en train de poser des questions. N'hésitez pas, en tout cas, il reste encore du temps pour vos questions. Je vais en profiter en attendant pour mettre la diapo des contacts, justement, qu'on évoquait tout à l'heure. Alors, on a une nouvelle question. Alors, quelqu'un qui souhaite insister sur le fait de ne pas avoir pu faire bénéficier de visites de reprise à temps plein après un temps partiel thérapeutique pour plusieurs salariés. Le salarié ayant été vu avant la reprise à temps plein, cela n'a pas été jugé nécessaire par le médecin du travail. Que pouvons-nous faire au niveau employeur pour s'assurer de sa capacité? Alors, effectivement, si le salarié a été vu pendant le temps partiel thérapeutique, juste avant la reprise,
le médecin a pu estimer que c'était l'équivalent d'une visite de reprise. Mais en tant qu'employeur, vous devez demander la visite de reprise. On nous demande également si lors de cette visite de mi-carrière, vous constatez que l'état de santé du salarié n'est pas en adéquation avec son poste. Que proposez-vous? Quelle orientation? Alors, le médecin du travail fait des recommandations par écrit après échange avec l'employeur pour soit un aménagement de son poste de travail ou de ses horaires, ou éventuellement un reclassement professionnel. Donc, ce sera toujours des recommandations par écrit après échange avec l'employeur pour faire évoluer en fait le poste de travail et la situation de travail du salarié dans son entreprise. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a encore des personnes en train d'écrire. Alors, on nous demande s'il n'y a pas un risque de licenciement pour inaptitude. Dans le type de situation dont on vient de parler. Aux préconisations de la visite de mi-carrière. De mi-carrière, c'était ça. Alors, ce n'est pas la même personne, mais je ne sais pas s'il y a un lien avec la question précédente. Oui, voilà, suite à la question précédente. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de licenciement pour inaptitude? Alors, le licenciement pour inaptitude, j'allais dire, il est quand même... il est rarement comme ça, tombé du ciel, si je puis dire. Il est quand même anticipé. Il y a quand même, en général, des arrêts de travail qui sont préalables au constat de cette situation. Donc, le risque... Et des alarmes. Voilà, des alarmes. Le risque de licenciement pour inaptitude à l'occasion d'une visite de mi-carrière, à mon sens, il est extrêmement faible, voire inexistant. Parce qu'on aura eu... l'inaptitude, c'est la situation ultime. Ça veut dire qu'on est d'une certaine manière dans un échec du maintien dans l'emploi. Et donc, on est dans une situation où... alors que la visite de mi-carrière, c'est typiquement une visite de prévention. Donc, une visite au cours de laquelle on va faire surtout de l'évaluation des risques et de la prévention. Donc, non, le licenciement pour inaptitude ne peut pas avoir lieu à la suite d'une visite de mi-carrière. On espère avoir répondu à la question. Il y a encore des personnes en train d'écrire. On va se laisser encore 5 minutes. Voilà, si vous avez... d'autres questions? Alors, que faire si à l'occasion de la visite de mi-carrière, l'employeur ne peut proposer d'aménagement de poste? Écoutez, il faut discuter des possibilités de reclassement professionnel dans cette entreprise. Si effectivement c'est compliqué, ça nécessite de la négociation et il faut essayer de maintenir le salarié en emploi. En fonction aussi de la situation du salarié, s'il a une reconnaissance qualité de travail handicapé, alors Cap Emploi peut venir en soutien aussi au niveau de l'entreprise pour aider l'employeur et le salarié à réfléchir à une solution. Après, il existe aussi des dispositifs qui visent à permettre à un salarié d'être formé sur un autre poste dans l'entreprise tout en dédommageant, on va dire, l'entreprise. Donc ça, c'est la convention de rééducation professionnelle en entreprise dont on attend effectivement les dernières directives. Il existe plusieurs possibilités, donc effectivement, pouvoir en discuter avec le salarié, en discuter avec le médecin du travail, éventuellement s'appuyer sur les acteurs qui sont autour pour pouvoir réfléchir à des solutions, éventuellement débloquer des financements aussi pour les aménagements de poste. Mais je pense que ce serait vraiment étonnant, et c'est ce que vous
disait le docteur, que dans le cadre d'une visite de mi-carrière, d'un coup, on se rend compte que le salarié n'est pas du tout en adéquation aucune avec son poste et par rapport à son état de santé. Soit avant, il y aura eu des arrêts, soit vous, employeur, vous aurez peut-être appelé la médecine pour faire voir votre salarié plus... je ne pense pas que c'est au cours de cette visite, vraiment à proprement parler, on se retrouve avec une personne pas du tout, avec un état de santé pas du tout compatible avec son poste. Il y aura eu des signaux, des alertes, des alarmes. L'objectif justement de la visite de mi-carrière, c'est de la prévention, donc c'est d'éviter d'en arriver à ce moment-là et donc d'anticiper les choses au maximum en étant au courant des premiers signes. La question, elle peut se poser uniquement si c'est la visite de pré-reprise, où là, en effet, c'est une visite qui est demandée à l'issue d'un arrêt de travail, où médicalement, il y a des freins à la reprise, mais pas à la mi-carrière. Ah oui, effectivement, la visite de pré-reprise, vous avez raison, c'est effectivement lors de cette reprise, qui donc a lieu pendant l'arrêt de travail, que le médecin peut détecter le fait que la reprise sera très compliquée dans le poste de travail actuel et qu'à ce moment-là, il peut envisager une inaptitude au poste avec un aménagement de poste ou l'inaptitude à tout poste en fonction de l'état de santé du salarié. C'est vraiment lors de cette visite-là qu'on peut anticiper une inaptitude. Voilà, on espère avoir répondu à vos questions. A priori, il n'y a plus de questions en cours, plus personne n'est en train d'en saisir. On se laisse 2-3 minutes, n'hésitez pas. Sinon, je vous rappelle, donc, comme je l'ai déjà précisé, que tous ces éléments seront disponibles sur notre site internet la semaine prochaine. Bon, a priori, je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Il n'y en a plus en cours. Donc, on vous remercie pour votre participation, pour vos questions. On espère avoir répondu à vos interrogations. Je ne sais pas si les collègues veulent ajouter quelque chose. Merci à vous. Merci. Bonne fin de journée. Au revoir.